Alors, ouais, du coup, je précise, donc c'est une conférence de psychologie, donc je vais très peu parler d'éthique. Je parle d'éthique sur ma chaîne, mais là, je vais très peu en parler. Hop. Donc au début, bon, forcément, il y aura une partie définition. Après, on va parler de la dissonance cognitive. Je sais pas si ça parle, ça va peut-être pas parler à tout le monde, donc on va définir ça. C'est un concept assez connu en psychologie. Et ensuite, on va parler du paradoxe de la viande, qui est ce paradoxe où on observe que la plupart des gens ne veulent pas faire du mal aux animaux, mais ils consomment et achètent de la viande, ce qui les met dans un état très inconfort psychologiquement. Et on va voir comment les gens résout cet état de dissonance et à quel point on est très irrationnel sur cette question. Et quand on aura vu tout ça, on va ensuite finir par les implications pratiques. Qu'est-ce que ça apporte au mouvement militant, qu'est-ce que ça apporte à l'animalisme de savoir tout ça. Donc on va commencer par les définitions. Déjà le spécisme, est-ce que ça parle à tout le monde ici le spécisme? Est-ce que quelqu'un peut donner une définition du spécisme? C'est une hiérarchie dans les espèces. Ok, une hiérarchie dans les espèces. L'espèce humaine est supérieure à Ok, donc considérer que l'espèce humaine est supérieure à celle des autres. Bon, en fait, moi j'ai distingué, enfin je dis moi, c'est pas moi qui ai fait ces définitions, il y a plusieurs définitions. Bon, la première que je pense c'est sûrement celle que vous avez la plupart en tête, qui est la discrimination sur le critère d'espèce, c'est celle qui est beaucoup utilisée en philosophie morale, qui est une analogie sur le sexisme et le racisme, on va dire de la même manière, c'est la discrimination sur le critère d'espèce. Et on peut aussi voir d'autres définitions. Donc il y a par exemple la définition en sociologie qui est là, est vraiment l'observation dans le contexte réel, le rapport de domination qu'on pourrait observer de l'espèce humaine sur les autres espèces. Et on peut distinguer aussi une définition en psychologie qui est tout le système de croyances et tous les stéréotypes, les préjugés relatifs à l'espèce. Donc la différence, l'intérêt aussi de distinguer ça, c'est que en philosophie, on est sur du normatif, donc on fait des jugements de valeur, on va questionner d'un point de vue philosophie morale si c'est bien d'avoir le critère d'espèce, s'il faut être spéciste, alors qu'en psychologie, en sociologie, c'est pas ça qui nous intéresse. La psychologie, elle n'est pas là pour dire ce qui est bien ou pas de faire, on va juste observer comment ça se matérialise dans le monde réel, à quel point les gens sont spécistes, quels sont les rapports de domination dans la société, voilà, c'est plus en sociologie. Voilà, donc ici, je vais pas défendre l'antispécisme, par exemple, moi j'y viens d'ailleurs. Voilà, donc l'antispécisme qui est un terme utilisé en philosophie pour dire, vu que le critère d'espèce est pas pertinent, on va rejeter le spécisme. Voilà, donc ici je vais pas le défendre, c'est pas mon propos quoi. J'ajoute encore une autre définition, donc c'est le sentientisme, qui est là un terme qui vient aussi de la philosophie morale, qui dit vu qu'on rejette le critère d'espèce, quel critère il faut prendre pour considérer les individus? Et il faut prendre le critère de sentience, donc la capacité des individus à avoir des ressentis subjectifs, positifs ou négatifs. Alors pourquoi j'en parle alors que c'est de la philosophie? Parce que c'est intéressant d'un point de vue psychologique le sentientisme, parce qu'en fait ce qu'on observe c'est que la plupart des gens ont quand même une certaine intuition scientienciste, alors qu'ils sont peut-être pas scientiencistes comme la plupart peut-être ici, ou ils sont peut-être pas militants, ils ont pas forcément le mot, mais la plupart des gens ont quand même l'intuition morale que si l'individu peut souffrir, ça peut quand même poser un problème moral, et s'il peut pas souffrir, a priori ça pose moins de soucis, et il y aura aussi moins de culpabilité s'ils se disent qu'il n'y a pas de souffrance. Et voilà, donc ça nous intéressera un peu plus par la suite. J'ajoute une autre définition qui est le carnisme, qui est là un terme qui vient vraiment de la psychologie. C'est la psychologue Mélanie Joy qui a théorisé ça, qui est donc tout le système de croyances et le système d'idéologie en fait qui justifie et qui est légitime la consommation des animaux, enfin de certains animaux plus précisément. Voilà, donc le carnisme il est plus centré sur la consommation et le spécisme peut servir de justification, mais il y a d'autres arguments qui peuvent servir à justifier la consommation des animaux. Sur le spécisme en psychologie, donc c'est vraiment quelque chose qui est étudié sérieusement. Il y a des études là-dessus, et il y a notamment un questionnaire qui permet de mesurer à quel point les gens sont spécistes. On pose des questions du genre est-ce qu'il est moralement acceptable de chasser les animaux pour le sport? Est-ce que moralement les animaux comptent moins que les humains? Voilà, on pose ce genre de questions. Voilà, donc là je vais parler de dissonance cognitive. Est-ce que ça vous parle ce terme ou est-ce que c'est nouveau? Ouais. Je vais donner une définition simple que je vais critiquer ensuite. Alors là j'ai mis la miniature d'une vidéo où je parle de ça, ça date un peu, pour les raisons que je vais critiquer juste ensuite. Voilà, je retraiterai le sujet de manière plus carrée plus tard. En fait, souvent on définit la dissonance cognitive comme un conflit, une tension qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir quand il y a une contradiction entre nos pensées, nos comportements, et ça crée un sentiment psychologique très sévère. Ça crée un inconfort psychologique qu'on va chercher à résoudre parce qu'on n'aime pas avoir cet état de dissonance cognitive. On va chercher à être dans consonance cognitive.
Alors, cette définition, elle est juste en soi, mais elle est un peu ambiguë. Donc, il y a des dans les recherches, elle date de 1957. Dans les recherches plus récentes, ce que les auteurs disent, c'est que bon, c'est un peu ambigu parce que ça désigne à la fois la théorie de la dissonance cognitive, donc tout ce que je viens de dire, l'incohérence qui mène à un sentiment inconfortable, qui mène ensuite à des stratégies de réduction. Mais ça désigne aussi l'état de dissonance cognitive, donc l'état d'inconfort psychologique qu'on ressent quand on est en dissonance. Et l'incohérence. Pourquoi c'est important de les distinguer? C'est que l'incohérence ne mène pas forcément à un état de dissonance cognitive. Souvent, même dans le milieu militant, quand les gens sont incohérents, on a peut-être tendance à le dire, on entend souvent « Ah, t'es en dissonance cognitive », notamment sur la question animale. Alors, c'est pas tout à fait juste parce que ce qu'on observe, j'allais dire dans les études, mais qu'on voit aussi dans le quotidien, c'est que souvent, les gens sont incohérents et ça ne leur pose aucun souci, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas systématiquement une dissonance, des fois on est incohérent et on vit très bien avec. Voilà. Donc c'est certaines incohérences qui créent une dissonance, mais c'est pas systématique. Donc je vais pas forcément trop détailler. Là on parle vraiment, c'est une théorie qui existe bien avant d'être en lien avec la condition animale, comme on va voir ensuite. Et donc là je détaille pas trop sur la dissonance, mais je passe direct à la dissonance cognitive relative à la viande. Voilà, donc comme je disais en introduction, la plupart des gens aiment bien les animaux, ils ne veulent pas faire souffrir les animaux, ils considèrent qu'il y a quand même un problème moral à faire souffrir les animaux, hein. Je dis en général parce qu'évidemment il y a des exceptions, il y a des gens qui n'ont aucun souci à tuer des animaux, voilà. Mais pour la plupart des gens, ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle le lien entre la viande et l'animal, c'est pas très confortable. Et en même temps, ils achètent de la viande, ils en consomment, et c'est ce qu'on appelle en psychologie le paradoxe de la viande. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, les gens, quand ils ont en état de dissonance, ils n'aiment pas trop ça, donc ils vont toujours chercher à les résoudre. Et ça, c'est depuis longtemps très étudié en psychologie, comment les gens font pour résoudre les états de dissonance et retrouver une consonance. Donc il y a 3 grandes stratégies qu'on va retrouver tout autant pour les questions par rapport aux animaux. Donc le premier, c'est l'alignement du comportement sur la pensée. Ensuite, il y a la prévention, donc c'est en amont éviter de ressentir la dissonance. Et ensuite, il y a la rationalisation du comportement. Je vais détailler ça. Donc le premier, c'est l'alignement du comportement sur la pensée. Donc si je pense quelque chose et que j'agis différemment, je suis rationnel, donc je vais changer mon comportement. Si je pense que faire souffrir les animaux, c'est pas terrible, et que je m'accorde ça dans mes comportements, je fais souffrir les animaux, en toute logique, je vais changer ça. Je vais par exemple devenir végétarien, voire vegan. Voilà. Sauf que ce qu'on trouve en psychologie, c'est que, en fait, on n'est pas si rationnel que ça. Il y a une citation de Heinlein qui dit « L'être humain n'est pas un animal rationnel, mais un animal rationalisant ». Voilà, parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est quand on s'aperçoit qu'on agit dans un sens plutôt que changer ce comportement, on a plutôt tendance à rationaliser et à se dire peut-être qu'il y avait une bonne raison de le faire, quoi. Par exemple, le cas typique, c'est la personne qui fume mais qui va être en bonne santé et va dire faut bien mourir de quelque chose, quoi. On trouve des excuses en fait pour justifier nos comportements et voilà. Et on évite de se remettre en question. Voilà, là je cite la théorie de l'engagement, qui est une théorie en psychologie qui dit que nos actes nous engagent, et ce qu'on observe dans les études, c'est que plus les gens agissent d'une certaine manière, plus ils vont agir encore plus dans ce sens, et plus ils vont se persuader que c'était la bonne chose à faire, et se persuader que oui, mais surtout qu'ils voulaient le faire. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que finalement on a été... on a vraiment l'impression que ce comportement, il vient de nous, qu'on a voulu le faire. Alors je cite encore quelques concepts qui illustrent à quel point en fait on est moins rationnel que ce qu'on croit, hein. Souvent on a une image de l'humain comme très rationnel, mais en psychologie sociale on aime beaucoup montrer à quel point on est rationnel, parce que voilà, il y a plein d'expériences qui montrent à quel point on peut finalement induire les gens à faire certaines choses, et tout comme dans le marketing, on puise je participe pas, mais tout comme dans le marketing, les gens vont justement utiliser toutes ces astuces pour induire les gens et leur faire acheter des choses par exemple qu'ils n'avaient pas prévues, et les gens pensent qu'ils ont acheté d'eux-mêmes. Voilà, on est tout à fait manipulable, bien plus qu'on le croit, et quand on pense qu'on n'est pas manipulable, c'est justement là que des fois on est le plus. Donc là je parle des biais cognitifs. Alors je vais pas trop détailler, ça peut être il y a beaucoup de choses à dire, mais pour faire simple, les biais cognitifs, c'est des raccourcis de pensée qu'on a, qui fait qu'on va, ça va un peu dévier notre raisonnement, et ça peut être pratique. Des fois on a tendance à dire les biais cognitifs c'est le mal. Bon, en vrai le biais cognitif ça peut être des fois pratique, ça permet de réfléchir vite, mais ça peut risquer de nous induire en erreur. Et le biais que je cite ici, donc le biais de confirmation, c'est celui qui... Alors il y a plus de 200 biais psychologiques, hein, donc évidemment que je ne les cite pas, mais le biais de confirmation, ça me paraît être un des plus importants, surtout qui va nous intéresser sur la question animale, c'est qu'en fait on a tendance à conserver les informations qui vont dans notre sens. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à un sujet, les informations qui confirment ce qu'on pense, on va plutôt les conserver, et les informations qui vont à l'encontre de ce qu'on pense, on va un peu moins les retenir, on va pas trop les chercher. Voilà.
Voilà, un autre truc important qu'on aime bien en psychosocial, c'est l'influence du contexte. Ce qu'on aperçoit, c'est que souvent, voilà, on pense qu'on agit, si j'agis comme ça, c'est parce que j'agis de moi-même, c'est ma personnalité. Mais en fait, souvent le contexte dans lequel on est, que ce soit la société, les autres autour de nous, l'environnement, ça nous influence beaucoup. Et en psychologie sociale notamment, on aime bien par exemple mettre des gens dans des contextes différents, voir si on met tel groupe dans tel environnement, et ils vont peut-être agir différemment de ceux qui on a mis dans un autre groupe. Je sais pas, c'est très clair, bon, je vais pas rentrer trop détail, mais ça pourrait être un peu lent, mais en gros, on fait beaucoup d'expériences. Si vous êtes à l'aise avec les protocoles expérimentaux, je vais présenter quelques expériences. Et si par exemple vous avez peut-être connaissance des études en médecine, où par exemple on fait, pour tester un médicament, on fait un médicament qu'on teste par rapport à un placebo, parce que sinon on peut pas savoir, si on n'a pas de comparaison, ça peut pas nous dire grand chose. Donc on fait une comparaison face à un placebo, c'est ce qu'on appelle un groupe contrôle. Dans psychologie on fait pareil, on a un groupe contrôle et on a une condition expérimentale et on va tester la différence entre les deux groupes. Et voilà, on va voir à quel point tel contexte va apporter une différence. Donc ça, c'était l'alignement du comportement sur la pensée. Et là, on va voir les stratégies de prévention et d'évitement de la dissonance. Donc là, en lien avec la question animale. Donc ça, c'est comment éviter de ressentir la dissonance. Donc je commence avec la dissociation, la dissociation et l'ignorance volontaire. Après, il y aura la distanciation et l'ignorance volontaire. Voilà, ce qu'on observe en fait dans les études, et un peu au quotidien aussi, ça doit vous arriver aussi, c'est que les gens en fait, il y a une ignorance volontaire dans le sens où les gens cherchent à ne pas se renseigner sur la cause animale en fait. Ils sont mal à l'aise, par exemple, typiquement ça vous est sûrement arrivé avec les gens qui ne veulent pas, par exemple, voir les vidéos d'abattoirs, les gens ne veulent pas se confronter à la question animale, et les gens cherchent des fois, et je dis les gens, mais évidemment c'est pas tout le monde, c'est parmi toutes les personnes, ils peuvent avoir tendance à éviter d'en savoir trop là-dessus. Voilà. Et il y a aussi du coup la dissociation qui est, on va dissocier la viande de l'animal. De manière générale, les gens sont pas trop à l'aise quand on leur rappelle que derrière la viande il y a un animal, il y a de la souffrance animale, ça les met très mal à l'aise. Et je dis encore évidemment qu'il y a des gens que ça gêne pas, c'est des généralités, c'est en moyenne. Il y a beaucoup de gens pour qui ils vont être gênés par exemple, notamment les parties du corps qui rappellent l'animal, donc souvent, on est souvent mal à l'aise, par exemple, par rapport à la tête de l'animal, par rapport aux yeux. C'est quand même très rare de nos jours qu'on voit des gens qui achètent vraiment un animal avec la tête. Ça se fait pas trop. Et les gens sont beaucoup plus à l'aise avec la viande transformée. Voilà, on achète des lardons, ça paraît même pas être de l'animal, on voit plus l'animal. Et il y a des expériences là-dessus, donc notamment là je cite Kuntz et Hall qui ont fait en fait une étude avec plusieurs expériences sur la dissociation. Ils ont fait notamment une expérience où ils présentent un rôti de porc avec ou sans la tête. Et dans la condition où on a présenté l'animal avec la tête, ça fait une augmentation de l'empathie et du dégoût, une réduction de la volonté de manger de la viande, et ça augmente le désir de prendre un plat végétarien. Et il y a une autre expérience de ce même style où en fait c'est avec le langage, suivant comment on utilise les termes, ça va faire que les gens vont être plus ou moins dégoûtés. Par exemple, si à la place d'utiliser les termes porc et bœuf comme on utilise souvent dans l'alimentation, on dit cochon et vache, là aussi ça fait une augmentation de l'empathie, ça réduit la volonté de manger de la viande, et à l'inverse, augmente celle de vouloir un plat végétarien. Donc je précise que ça c'est une étude faite à la base en anglaise, donc forcément à la base c'est Beef Co, donc peut-être que ça serait différent en français, hein. Voilà, faut garder l'idée que ça a été fait en anglais. Mais en tout cas cette idée que le langage sert à dissocier la viande de l'animal, c'est quelque chose qu'on retrouve, et en France on pourrait prendre l'exemple par exemple des chasseurs où on va souvent éviter d'utiliser le terme tuer, on va dire prélever, réguler, et ça permet de dissocier la viande de l'animal, d'avoir un terme qui euphémisme, qui permet de ne pas penser au fait à la violence qu'il y a derrière, quoi. Voilà, donc ça c'était les stratégies d'évitement qui arrivent en amont, c'est pour éviter de ressentir la dissonance. Et après il y a les stratégies de rationalisation du comportement, où c'est une fois qu'on ressent la dissonance, on va essayer de la réduire. Donc la réduire là autrement qu'en changeant de comportement, c'est en changeant notre perception de la chose. Donc il y a les stratégies indirectes et les stratégies directes. Donc dans les stratégies indirectes, on va minimiser notre responsabilité dans l'acte. C'est-à-dire qu'on dit, ok, manger de la viande c'est un problème, mais on va justifier ça différemment. Et après dans les stratégies de minimisation, dans les stratégies directes, on minimise l'immoralité de l'acte. C'est-à-dire on admet qu'on mange de la viande, mais on va dire que là c'est pas un problème. Donc dans les stratégies de minimisation, de stratégie indirecte, donc on minimise la responsabilité, c'est par exemple, on va dire, réduire notre consommation. Et là encore, quand je dis on réduit, c'est-à-dire qu'on va sous-déclarer par rapport à un contexte où on n'avait pas été confronté à la violence animale. Par exemple, il y a une étude, donc c'est une étude où en fait on confronte les gens, on dit aux gens qui vont regarder un documentaire sur l'éthique animale,
Donc les gens ne le regardent pas assez. On les questionne, ils s'attendent à le regarder. Et donc là encore, ces groupes, il y a des protocoles expérimentaux. Donc un groupe où ils ne s'attendent pas à ça et un groupe où ils s'attendent à regarder ce documentaire. Et dans le groupe où les participants s'attendent à regarder un documentaire sur l'éthique animale, alors ça c'est pas tout le monde, mais c'est surtout chez les femmes qu'on voit ce comportement. Les femmes réduisent leur consommation de viande déclarée. Pas leur consommation de viande, la consommation déclarée. C'est-à-dire que dans la condition où on est exposé à la souffrance animale, où on pense qu'on va l'être, eh ben on va minimiser notre consommation. Donc il y a d'autres stratégies indirectes, par exemple, je vais passer vite là-dessus, mais on va dire qu'on consomme de la viande, le fameux fermier du coin qu'on connaît bien, la viande éthique sans cruauté. Il y a le fait de critiquer les végétariens, on détourne le sujet. Il y a aussi rejeter la responsabilité sur les autres. On va dire ok c'est un problème, mais bon le problème c'est quand même les industriels, c'est les ouvriers d'abattoirs qui font pas correctement. Voilà, on évite de se responsabiliser. Il y a aussi s'indigner d'autres pratiques pires. On va dire, bon, c'est vrai que c'est pas terrible ce qui se passe, mais bon, ailleurs c'est pire. Il y a quand même d'autres pays où ils font telle ou telle pratique qu'on trouve bien plus horrible. Et après, il y a aussi le fait de considérer qu'on fait d'autres bonnes actions à côté. Donc là encore, on détourne de notre action par rapport aux animaux. On va dire, oui, mais on fait autre chose. On parle aussi de licence morale, si vous avez peut-être déjà vu ce terme, où en fait, c'est comme si on avait une espèce de quota où on se dit, bon, quand on a fait de bonnes actions d'un côté, on peut se permettre de faire des actions moins bien. Voilà, comme si on avait une jauge. Donc ça, c'était les stratégies indirectes. Donc les stratégies indirectes, en fait, elles minimisent la responsabilité, mais elles ne prémutent pas de la future dissonance, parce qu'on considère toujours qu'il y a un problème. Donc quand on sera de nouveau confronté plus tard à la souffrance animale ou à l'exploitation animale, on va de nouveau risquer de ressentir une dissonance cognitive. Alors que les stratégies directes, vu qu'elles minimisent l'immoralité de l'acte, là, elles prémunisent vraiment de la future dissonance. Une fois qu'on considère qu'il n'y a aucun problème à manger de la viande, on peut être de nouveau confronté à la souffrance animale, on considère qu'il n'y a pas de souci. Donc dans les stratégies directes, notamment les 4 N, donc c'est en gros tout plein d'arguments qu'on voit. Donc les 4 N, c'est les arguments les plus récurrents en fait. Donc manger de la viande c'est naturel, manger de la viande c'est normal, c'est nécessaire et c'est bon. Donc on a ici en anglais, pour ça qu'on dit les 4 N. Et en fait, ça s'inscrit dans un panel d'arguments. Alors, si vous avez peut-être l'habitude de débattre de la cause animale, vous avez sûrement vu que les gens souvent trouvent une sorte de millefeuille argumentatif. En fait, ils vont dire oui, mais le lion mange la gazelle. Et quand on débloque l'argument, ils vont dire oui, mais les protéines. En fait, c'est des arguments. Quand je dis c'est un millefeuille, c'est pas des vrais arguments en fait, parce que c'est évident que c'est pas des vrais arguments dans le sens où si on dit voilà, la personne dit ouais, mais la tradition, si on leur dit ouais, mais est-ce que l'excision c'est ok parce que la tradition, ils vont dire ah ben non. En fait, c'est évident. Ces personnes elles-mêmes considèrent bien que l'argument il est mauvais et vu qu'il n'est pas applicable dans d'autres contextes. En fait, ces arguments, ce n'est pas des vrais arguments. La personne ne pense pas que c'est un bon argument, mais elle cherche à justifier. En fait, voilà, on est dans une approche de rationalisation. On cherche à justifier notre comportement, et donc on trouve des excuses par tous les moyens. Et quand l'excuse est démoquée, on va en trouver une nouvelle tout de suite ensuite. Et c'est pour ça que ça a souvent aucun sens. La plupart des débats sur la cause animale sont vraiment très mauvais. Pour cette raison, c'est que on s'attache pas à une thèse, ça part de dans tous les sens, il y a arguments qui s'enchaînent et ça mène à rien. Donc j'imagine que parmi vous, vous avez sûrement eu des débats qui n'ont eu aucun sens et qui ont mené à rien. Et donc, pourquoi les 4N? C'est que dans la majorité des arguments pourris qu'on a dans ces débats, eh ben, la majorité peuvent être présumés dans naturel, normal, nécessaire ou pas. Après, il y a la stratégie indirecte, toujours, il y a la diminution du statut moral des autres animaux. Forcément, si on considère qu'ils ont moins d'importance moralement, et voilà, c'est pas grave. Hein, faire souffrir un humain, c'est grave, mais faire souffrir les animaux, c'est pas grave. Donc ça permet forcément de justifier la consommation de viande, s'il n'y a plus aucun problème à faire souffrir les animaux. Et ensuite, il y a la démentalisation, qui est la négation de la vie mentale des autres animaux. Donc typiquement, quand on va nier que les animaux souffrent, ou ce qu'on voit aussi, c'est que des fois les gens vont minimiser les capacités mentales des animaux. Ça peut être aussi intellectuel. Des fois, on va se dire, ils sont bêtes. Des fois, la démentalisation peut aussi servir à justifier. Voilà, c'est d'abord on fait une diminution du statut moral, et ensuite aussi pour justifier cette diminution du statut moral, il y a une démentalisation où on va dire bon ben c'est parce qu'ils ils ont pas trop ressenti. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut justifier la diminution du statut moral. Et ensuite, il y a encore un autre terme qui est la désensibilisation. C'est que souvent, ce qui peut se passer, c'est que quand on est confronté à la souffrance animale, forcément, si on ne ressent plus rien face à ça, on a moins de culpabilité, forcément. Donc voilà, la désensibilisation, c'est cet engourdissement émotionnel face aux des animaux. Voilà, on va dire, bon, ça nous fait plus grand-chose d'y être confronté. Et là, je vais vous présenter quelques expériences qui montrent que ces stratégies directes, les gens les mettent vraiment en place, parce que jusque-là, on pourrait se dire... ouais, mais ça se trouve peut-être que les gens qui minimisent les émotions des animaux ou qui considèrent moins les animaux, en toute logique, ils les mangent parce qu'ils s'en moquent, et les gens qui ont une meilleure perception des animaux, ils les mangent moins. Hein, c'est tout à fait logique. Et peut-être que dans des pays où on considère que les chiens c'est important, on les mange pas, mais les vaches on s'en moque, donc on les mange, et donc les gens seraient rationnels par rapport à ça. Et les protocoles expérimentaux vont montrer que non, il y a bien un lien de causal qui est dans l'autre sens, c'est que c'est bien le fait de consommer les animaux et de les exploiter qui fait qu'on rationalise et que on considère ensuite que c'est moins grave et qu'on nie leur vie mentale.
Donc je vais présenter quelques expériences. Donc il y a l'expérience de la vache et de l'agneau. Donc c'est une expérience assez connue. Si jamais, voilà, si vous vous renseignez sur la question de la dissonance relative à la viande, vous verrez souvent passer cette expérience. Donc là je mets il y a une image d'agneau, mais c'est l'expérience est aussi faite avec une vache. En fait, donc dans le groupe contrôle, on va dire que on va présenter un agneau ou une vache en disant que cet agneau, il va être déplacé dans un autre enclos et il passera la plupart de son temps à manger de l'herbe. Du coup, il y a une condition contrôle où on ne rappelle pas la viande et une condition test où là on rappelle le lien entre la viande et l'animal, où on dit que cet agneau sera amené dans un abattoir, tué, dépecé, envoyé au supermarché comme produit carné pour les humains. Et ce qu'on observe, en fait, on va demander au sujet de l'expérience d'évaluer les capacités mentales des animaux. On va leur demander de se positionner sur ce qu'ils pensent des états mentaux de l'animal. Donc, est-ce qu'ils ressentent du plaisir, de la peur, voilà, d'autres émotions. Et dans la condition où les gens ont été exposés à la souffrance animale, enfin au rappel de la viande et de l'animal, eh ben, ils vont davantage nier les capacités mentales. C'est-à-dire que quand on était exposé, on a ceux qui ont vu que cet agneau allait être envoyé à l'abattoir, eh ben, ils vont penser que voilà, que l'animal finalement il ressent moins d'émotions. Donc il suffit juste d'exposer les participants à la souffrance animale pour qu'ils aient une perception différente des animaux. Donc c'est intéressant parce que ça montre bien comment la perception qu'on a des animaux, elle peut être totalement manipulée en fait, expérimentalement. Donc il y a une autre expérience qui est un peu du même style, donc je vais passer assez rapidement. C'est une expérience où là on fait manger directement aux gens, soit dans une condition de contrôle des noix de cajou, soit dans d'autres conditions du bœuf. Et là aussi on leur pose des questions. Donc il y a une tâche où on leur demande d'indiquer sur 27 animaux pour lesquels vous vous sentez moralement obligé de montrer de l'intérêt. Et là, ceux qui ont mangé du bœuf incluent moins d'animaux dans le cercle de considération. Et on leur demande ensuite aussi d'évaluer la vache, les ressentis, et dans quelle mesure cette vache mérite un traitement moral. Et les sujets qui ont mangé du bœuf attribuent moins de considération morale que les autres. Je présente encore une autre expérience. Cette expérience, je vais vous demander d'un peu participer, parce que cette expérience, je trouve que les résultats, avant d'avoir les résultats, je pense qu'on pouvait faire 2 hypothèses différentes, et voilà, ça m'intéresse de voir à quoi vous attendez comme résultat. Donc c'est l'expérience que j'aime beaucoup, c'est l'expérience du kangourou arboricole. On va présenter aux gens, donc il me semble que c'est aux États-Unis l'expérience, donc ou en tout cas c'est clairement pas de Nouvelle-Guinée comme là où vit le kangourou. Et du coup les participants n'ont aucune idée de comment vit le kangourou arboricole là-bas. Donc dans la condition de contrôle, on leur présente l'animal comme vivant dans ce pays. Voilà, c'est un animal local, quoi. Et dans la condition test, on leur dit que l'animal est considéré comme de la nourriture par les habitants. Alors eux, ils en savent absolument rien, ils connaissent pas du tout la culture locale et ce kangourou. Et on leur demande, la question c'est dans quelle mesure ce kangourou arboricole est capable de ressentir de la douleur et mérite une attention morale. Alors l'idée pour moi que c'était, on pouvait s'attendre à plusieurs résultats, c'est que vu que les participants eux-mêmes ne connaissent pas cet animal, on pouvait se dire est-ce que vu qu'ils considèrent que les autres humains considèrent ça cet animal comme un aliment, donc ils vont peut-être diminuer son statut moral. Ou alors peut-être que de la même manière que nous on va juger, enfin je dis nous en France on va souvent juger d'autres pays, ils vont dire ils mangent du chien, parce que vu que c'est pas nous qui le faisons on va beaucoup plus facilement juger, forcément on juge ce qu'on ne fait pas, de la même manière que la plupart des gens auront une difficulté à juger la consommation de viande parce qu'ils y participent, mais auront moins de difficulté à juger la corrida quand ils n'y participent pas. Donc voilà, est-ce que vous entendez par exemple à ce qu'il n'y ait pas de différence, ou est-ce qu'ils attribuent moins de douleur et d'attention morale, ou est-ce qu'à l'inverse, ils attribuent au kangourou plus d'attention morale et de ressenti. Qui s'attend à qu'il n'y ait pas de différence? Okay. Qui s'attend à ce qu'ils attribuent au kangourou moins de douleur et moins d'attention morale? Ah, pardon, oui. Ceux à qui on a exposé, le groupe à qui on a dit que l'animal était consommé comme un aliment là-bas. Du coup, est-ce qu'il y en a qui s'attendent à ce qu'il y ait moins de douleur et moins d'attention morale? Et est-ce qu'il y en a qui s'attendent à ce qu'à l'inverse, on leur attribue plus de douleur et plus d'attention morale? Voilà. Et voilà, donc c'est la deuxième, c'est en fait, ils attribuent moins de douleur et moins d'attention morale. Et donc là, je trouve que cette expérience, elle est quand même assez impressionnante. Elle montre que rien que le fait, alors même qu'on les mange pas, rien que le fait de considérer que l'animal est un aliment, on va déjà lui attribuer moins de capacité mentale et considérer que moralement, il compte moins. Alors je fais un petit schéma récapitulatif, je ne sais pas s'il va être très clair, bon, c'est toujours compliqué avec les diagrammes. Donc là à gauche, c'est pour montrer tout le panel de stratégies. Donc ça fait un rappel un peu. Donc les stratégies d'évitement, c'est en amont de la dissonance. C'est pour éviter de ressentir la dissonance, on évite de se confronter à la souffrance animale, en refusant par exemple de regarder des vidéos d'abattoir, ou alors on dissocie la viande de l'animal.
Et quand on ressent l'état de dissonance, donc soit on change de comportement, par exemple en devenant vegan, soit on rationalise le comportement. Et quand on rationalise, donc soit on utilise une stratégie indirecte, où on minimise par exemple sa consommation d'animaux, ou voilà, où on minimise notre responsabilité dans l'acte, ce qui ne prémunit pas d'une future dissonance, soit on fait des stratégies directes, où on démentalise les animaux, on considère qu'ils comptent moins moralement, ou on trouve d'autres justifications pour dire qu'on a bien fait de manger de la viande. Ou alors par exemple on va considérer que tel animal ne souffre pas, donc là on a pris l'exemple des poissons. Je fais quelques petits plus sur la psychodyspécisme pour expliquer aussi les prédispositions qu'on peut avoir, parce que forcément il y a les stratégies de... Tout se joue pas juste avec la question de la dissonance. Je voudrais pas vous faire croire ça, donc je vais détailler très rapidement d'autres trucs. Il y a par exemple des prédispositions communes qui peuvent nous amener à être spécistes, pas juste le fait de consommer de la viande. Par exemple, on sait qu'en psychologie depuis longtemps, on utilise ce qui s'appelle le biais de favoritisme pro-endogroupe, où de manière générale, à partir du moment où on considère qu'il y a nous, tel groupe, on se définit en tant que groupe par rapport à un autre groupe, ça peut être sur n'importe quel critère, aussi absurde soit-il, hein, genre il suffit que je vous dise, d'un côté il y a les rouges, d'un côté il y a les jaunes, et ça, voilà, on peut dire vraiment sur des... À partir du moment où les gens, quel que soit le critère, ont un sentiment d'identité de groupe, ça peut déjà créer un sentiment, un biais de favoritisme pour nos groupes. On va être plus sympa et on va préférer les gens de notre groupe. Et donc à partir du moment où forcément l'espèce ou d'autres critères, forcément sur n'importe quel critère de discrimination, on peut mettre n'importe quel critère en avant, les gens vont considérer que c'est moins grave de faire souffrir les gens de l'autre groupe. Aussi, cette légitimation qu'on a vue par rapport à la dissonance, le fait qu'on légitime les violences qu'on fait avec les animaux, c'est pas du tout spécifique à la cause animale, c'est quelque chose qu'on trouve en général. C'est dès que notre groupe fait des violences envers l'autre groupe, on a tendance à les légitimer et à considérer que bon, il y avait sûrement qu'il y avait une raison, voilà, on justifie ces violences. Il y a des prédispositions un peu individuelles, donc qui vont dépendre des gens. Voilà, par exemple, on a une grosse variable au niveau du genre. Par exemple, de manière générale, on sait que les femmes sont davantage végétariennes. Voilà, il y a plus de femmes dans la cause animale, par exemple. Et on voit dans les études que, par exemple, les femmes, en moyenne, utilisent davantage de stratégies d'évitement, et donc de stratégies aussi de changement de comportement, là où les hommes sont davantage spécistes et utilisent davantage de stratégies directes. Après, il y a aussi d'autres corrélations. Par exemple, les gens qui sont davantage spécistes, en moyenne, sont davantage aussi racistes, sexistes. Il y a vraiment une corrélation entre les différentes oppressions. Et notamment, là j'ai mis l'orientation à la domination sociale, donc qui est une idéologie qui justifie les inégalités, qui considère que c'est normal qu'il y ait des dominants et des dominés dans la société. Et c'est important d'en parler parce qu'en fait, en gros, c'est un élément commun qui semble sous-tendre les autres discriminations, quoi, qui semble un peu l'idéologie, avoir une orientation à la domination sociale élevée, prédispose à être discriminant sur beaucoup d'autres points. Hop. Et bien sûr, je ne voudrais pas vous faire croire non plus que tout se joue sur des psychologies, qu'il y a vraiment une grosse variable sociologique. Alors, par exemple, il y a l'apprentissage social. On a pris un exemple d'un jouet. En fait, dès l'enfance, on peut apprendre que exploiter les animaux, c'est normal. Il y a aussi à prendre en compte de l'omniprésence des produits animaux. Dans une société forcément où même manger vegan c'est pas forcément simple, il y a vraiment des produits animaux partout, donc ça peut aussi influencer notre manière de voir les choses. Et il y a évidemment la publicité qui façonne énormément notre vision de voir les choses. Donc là, avec l'image notamment d'un cochon qui est content de se faire rôtir, ça c'est classique. On parle de publispécisme. Là, je cite Axel Pleusbroch, que je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. Alors autant sur le publispécisme que sur aussi l'analyse matérialiste et sociologique de la question animale. Vous allez voir que l'analyse sociologique, elle va pas mal se recouper avec ce que j'ai dit d'un point de vue psychologique. Je pourrais même dire qu'il y a toute une théorisation sociologique qui a été faite de manière très intéressante et qui est un peu confirmée par les études expérimentales en psychologie. Et dans ce publispécisme, on utilise aussi le terme de suicide food, où on voit les animaux qui sont contents de se faire rôtir. Forcément, ça donne l'impression que ça donne l'impression que c'est beaucoup moins grave que si on montrait des animaux qui souffraient. Bon, les implications pratiques, parce que on a vu, on voit que les gens rationalisent, qu'ils ont tendance à justifier leur consommation de viande ou d'éviter de se remettre en question. Et à quoi ça nous sert de savoir tout ça ? Alors déjà, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a souvent beaucoup de débats qui sont assez stériles sur cette question, et donc il y a un gros risque de polarisation du débat. C'est le cas sur beaucoup de sujets politiques, notamment sur la question animale, mais beaucoup d'autres sujets sont très polarisants. Donc le fait d'engager un débat avec d'autres gens, ça peut être complètement contre-productif en fait. C'est-à-dire que je pense des fois on peut avoir l'idée de se dire plus on en parle mieux c'est, mais en fait peut-être pas en fait, parce que exposer les gens à leur dissonance cognitive, ça peut faire en sorte en fait qu'ils rationalisent et qu'ils persistent en fait dans leur comportement et des fois qu'ils empirent leur comportement parce qu'ils se persuadent que c'est vraiment la bonne chose à faire.
Voilà, donc là j'ai mis une citation, donc l'exposition au lien entre la viande et l'animal peut déclencher des réactions défensives, notamment un attachement accru à la viande, et ça peut faire une augmentation de la désirabilité due à une perception de perte de liberté. Donc la perte de liberté, ça fait aussi écho à une théorie en psychologie qui est la réactance, qui est que quand les gens ont le sentiment de perdre leur liberté, ils veulent vraiment pas la perdre, donc ils s'attachent. C'est vrai que les gens peuvent facilement se braquer, et surtout si ils ont l'impression qu'on veut les forcer à changer, ils vont d'autant plus camper sur leur position. Et voilà, alors forcément, c'est aussi la manipulation peut aussi jouer là-dessus, parce que les gens qui ont l'impression vu qu'on a l'impression qu'on peut perdre notre liberté quand on est dans un état de réactance, quand on dit aux gens, c'est une fameuse technique de manipulation que vous connaissez peut-être, quand on dit aux gens qui sont libres, si vous voyez les trucs d'arnaque en ligne souvent, mais vous êtes tout à fait libre de le faire, et en fait ça c'est une manipulation pour vous faire diminuer la réactance. J'ai un peu dérivé, mais bref. Hop. Alors il y a une fameuse citation, vous avez sûrement entendu, de Paul McCartney: si les abattoirs avaient des litres, on serait tous végétariens. Je pense qu'en fait cette citation elle est assez fausse. En fait les gens rationalisent. Je pense que si vraiment on exposait les gens à beaucoup de souffrance animale, qu'on leur montrait, peut-être certaines deviendraient végétariens, mais il y en a plein d'autres qui rationaliseraient et qui auraient peut-être une désensibilisation, qui s'habitueraient à regarder ça et qui justifieraient ça en disant que c'est pas grave, et qui peut-être iraient encore plus loin dans leur spécisme, et que ça polariserait encore plus leurs idéaux. Pour prendre un exemple, les éleveurs par exemple qui connaissent quand même, ils savent très bien que l'animal finit à l'abattoir, et bien les éleveurs savent qu'ils ont moins d'empathie pour les animaux que la population générale. Je pense que certains peut-être pensent l'inverse, mais c'est ça qu'on trouve. Et c'est toi que là j'ai dit, ce n'est pas que un problème d'information, parce que évidemment qu'il y a un problème d'information, c'est sûr que les gens sont mal renseignés là-dessus. Il y a aussi un problème au niveau de l'éthique animale, parce que quand les éleveurs sont renseignés, évidemment que sur l'exploitation animale en elle-même, ils sont renseignés. Ça veut pas dire qu'effectivement sur toute la question du spécisme, de l'antispécisme, sur le côté philosophique, effectivement là il y a beaucoup à dire aussi. Donc je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas informer les gens, je précise. Mais en tout cas, il faut éviter d'engager des débats stériles où les gens risquent de renforcer leur spécisme. Une autre citation, en fait, pseudo-citation, je vais un peu le modifier quand même. Les acteurs qui souhaitent réduire la consommation de viande gagneraient à désamorcer les mécanismes par lesquels les mangeurs de viande renforcent leur consommation de viande. C'est-à-dire que, vu qu'on sait que quand on va exposer les gens à la dissonance cognitive et qu'on va peut-être on va dialoguer de ça avec eux, il y a un risque qu'ils trouvent des justifications, et donc il faut trouver comment désamorcer ces justifications, comment faire en sorte qu'ils agissent rationnellement et qu'ils n'agissent pas soit en esquivant, soit en rationalisant, et si une fois qu'ils ont polarisé en plus leurs opinions, ça deviendra encore plus difficile de faire changer. Voilà, donc il faudrait idéalement neutraliser les stratégies de désengagement moral. Donc on parle de désengagement moral, c'est le fait de considérer qu'il y a moins de problèmes à manger de la viande par exemple. Voilà, il faudrait les neutraliser avant que les personnes puissent les utiliser. Bien sûr, là, j'imagine que certains vont me demander, mais comment faire ça du coup ? Eh ben, j'en sais rien, parce que jusque-là, jusque-là, la littérature en psychologie ne va pas jusque-là. Donc moi je dis, il faudrait le faire, mais après là, j'invite en fait le reste du mouvement militant à se saisir de ça, parce que nous en psychologie, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un risque que les gens se braquent et se polarisent. Après, comment il faut faire pour neutraliser ? Là, en tout cas, je n'ai pas vu d'études jusque-là, qui allaient jusque-là. Donc je vous invite en tout cas à prendre ça en compte. Sans pour autant, j'ai pas d'astuce miracle à vous donner pour dire si vous avez un discours de telle manière, les gens vont pas se braquer, les gens vont pas utiliser telle ou telle stratégie. Ce que j'ai tendance à penser, mais là c'est plus une opinion, c'est par exemple quand vous faisant cette conférence, j'imagine, moi j'ai un discours que je sais faire maintenant que je connais ça, de dire aux gens, expliquer aux gens qu'il y a un risque qui rationalise, et que du coup, si j'explique tout ça avant, là si maintenant on fait un débat sur la cause animale et que vous me sortez les arguments pourris par exemple, je vous dirais, c'est pas étonnant en fait. Là j'ai l'impression que j'imagine que faire tout un speech sur la dissonance cognitive en amont peut neutraliser, parce qu'une fois que la personne sait tout ça, une fois qu'on sait qu'on risque de rationaliser et d'agir de manière complètement biaisée, ça devient quand même difficile, j'imagine, d'aller vers ces stratégies-là, et j'imagine que ça peut pousser à agir rationnellement, mais c'est spéculation de ma part, quoi. J'imagine que c'est le cas, mais après il faudrait le tester scientifiquement, quoi. Et aussi, vu qu'on sait que le changement de comportement, du coup, arrive en amont du changement idéologique, ce que disent certains auteurs, c'est que les tactiques qui incitent les individus à consommer moins de viande devraient réduire l'utilisation motivée de stratégies cognitives, parce que forcément, si les gens cherchent à rationaliser, à justifier leur comportement, s'ils ont déjà l'habitude de manger sans viande, ils n'auront pas d'intérêt à rationaliser ça. Donc en fait, changer le comportement, ça peut changer ensuite l'idéologie.
bien sûr, arrive la question, mais comment on fait pour les faire changer de comportement, vu qu'il y a toujours cette question. Donc ça, c'est pas évident, mais en tout cas, ça peut aussi nous amener à penser que changer le comportement de manière un peu plus subtile, rien qu'en ayant par exemple des offres, rien qu'avoir une offre végétale, ou que les gens aient des options végétales par défaut et qu'ils s'habituent à ça, fait qu'ils vont, ils vont moins s'attacher à la viande et ils auront moins d'intérêt à utiliser des stratégies de rationalisation. Voilà. Après, ce qu'il faut quand même convaincre les gens, ça sera du cas par cas et ça c'est difficile de faire des généralités. Voilà. Après, ça peut aussi mener, c'est la question qui avait été posée tout à l'heure dans la conférence d'Orlando, est-ce qu'il faut du coup utiliser d'autres, si les gens sont pas du tout enclins à changer pour l'éthique, est-ce qu'il faut les faire changer pour d'autres raisons? Et j'aurais envie de répondre un peu comme Orlando moi j'ai tendance à préférer qu'on reste sur l'éthique, mais n'empêche que si les gens sont plus sensibles à l'écologie et qu'on les fait changer pour ça, peut-être que, ou en tout cas même si on ne peut pas être vegan pour l'écologie, en tout cas s'ils commencent à être dans une démarche de réduction pour ça, il y a des chances qu'ils aient moins tendance à rationaliser ça et qu'ils acceptent plus facilement l'éthique ensuite. Moi-même à la base c'était vraiment les questions écologiques qui m'avaient fait changer et j'imagine qu'une fois qu'on a arrêté la viande, forcément c'est beaucoup plus facile d'admettre que l'antispécisme, que le spécisme est quand même plus logique que le spécisme. Voilà, donc si on modifie d'abord les comportements, ça permettrait de faire changer les positions théoriques. Voilà, je mets un petit lien pour les sources de la conférence ici et j'ai fini. Donc je vous dis déjà un grand merci d'avoir assisté à cette conférence. Merci à la Vegan Place de l'organisation, donc à Nantes Vivante du coup, et un grand merci à Lila de Réfuté qui est une personne très chouette qui fait un compte Instagram. Donc allez voir son travail. Il y aura son stand là-bas avec Orlando de Réplique Éthique et Florence Delry. Et les 3 personnes que je viens de citer, on fera aussi une table ronde sur la sentience tout à l'heure, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, donc merci à Lila qui a fait du coup toutes mes diapos et qui m'a aussi de manière générale aidé dans cette conf. Voilà, et j'ai terminé. On va attendre les questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il y a un micro qui arrive. J'ai pas une question, mais il marche. Mais j'ai une remarque. Oui. C'est que moi j'étais très, j'avais du favoritisme pro-endogame. Pro-endogroupe. Pro-endogroupe, voilà. Et en fait c'est quand j'ai vu des images d'abattoirs, le film Notre pain quotidien, que j'ai réalisé que des gens passaient leur vie, leur boulot c'était de blesser des animaux toute la journée. Et en fait, ça a été mon premier déclencheur. Voilà, juste pour... Je pense que c'est pas très habituel. Donc. D'accord, oui. Est-ce qu'il y a des questions ou remarques? Oui. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Ça sera juste pour l'enregistrement. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Oui. J'ai été très heureuse dans ma profession, étant donné que j'étais infirmière en milieu scolaire. Je faisais participer les élèves à des clubs santé citoyenneté. Ça m'a beaucoup passionnée. D'accord. Parce que je pense que c'est auprès des jeunes enfants qu'on aura. Ce sera très utile auprès des jeunes enfants pour que tout le monde change. Enfin, j'espère. Moi. Voilà. Bonne journée. Merci. Est-ce que, s'il vous plaît, vous êtes bien remettre le lien de Oui, bonjour. Déjà bravo pour la conférence. J'avais une question plutôt sur les leviers en philosophie, sur les comportements humains. Vous pourrez prôner. J'ai toujours appris en philosophie, c'est m'a marqué pendant l'école que l'être humain faisait des choses par intérêt. Ok. Il n'y avait qu'un seul élément qui faisait par des intérêts, c'est le sens du devoir. Il a cette notion-là. Donc quel est le moyen de créer justement de l'intérêt, soit comportemental ou matériel aux personnes, pour modifier justement leur comportement déjà dans un premier temps? Alors de manière générale, je pense que psychologiquement c'est compliqué de créer l'intérêt à quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est de trouver ses leviers à lui. Et ça, de manière générale, même là, je pense que ça peut être très large en psychologie de dire ça, c'est que si la personne n'a pas envie de changer de comportement pour cette raison, enfin si la personne s'en moque complètement des animaux, la persuader de changer là-dessus, ça sera pas forcément évident, mais on peut trouver d'autres leviers. Simplement, qu'est-ce qui peut la motiver à ça? Est-ce que
Là, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Il faut discuter avec la personne, voir qu'est-ce qui pourrait la motiver, qu'est-ce qui. Essayer en fait, on peut pas aller à l'encontre des désirs des gens. Enfin, peut-être sauf exception, mais de manière générale, créer des désirs aux gens, c'est compliqué de leur créer des désirs. Par contre, on peut peut-être justifier que ce qu'on peut faire, c'est démontrer que vous avez tel désir, mais votre comportement il correspond pas à votre désir. Si par exemple une personne je sais pas, on va prendre l'exemple plus large, une personne qui consomme par exemple du tabac ou de l'alcool, si la personne se moque d'être en bonne santé, ça sert à rien de taper là-dessus. Si ça c'est un truc qu'on voit en psychologie, c'est que si la personne, vous pouvez pas créer une motivation à être en bonne santé à quelqu'un par exemple. Par contre, vous pouvez dire mais par contre si la personne pour elle c'est important le côté financier, là ça a de l'intérêt, mais voilà, faut toujours chercher le désir de la personne. Voilà, on peut pas inventer des désirs aux gens. Ouais. Bonjour, merci pour votre exposé très riche. J'avais envie de compléter en fait un petit peu avec la question précédente. C'était à votre question comment favoriser le changement comportemental. Et j'étais en train de me dire comment finalement on ne peut pas agir par des leviers en renforçant la conscience cognitive de la personne dans un des domaines de sa vie. C'est-à-dire que naturellement, il peut y avoir une conscience cognitive chez la personne si elle aime le sport. Et du coup, comment faire valoir qu'elle est déjà dans cette conscience cognitive sur un autre domaine et ainsi l'amener à faire entendre notre propre éthique et du coup à s'y intéresser. Parce que peut-être que la personne, en étant proche d'elle, sera en empathie envers vous et donc plus facilement en empathie vers vos choix et des consommations. Ouais. Oui, chercher la constance. Je vais au passage répondre à cette question, à votre question au passage, je vais un peu mélanger les deux, mais effectivement, ce qu'on peut faire, c'est que si la personne, on va dire la plupart des gens peuvent avoir quand même certaines valeurs morales, c'est rare quand même les gens qui s'en moquent complètement des autres, quoi. Ça peut arriver, il y a des gens complètement égoïstes, mais la plupart des gens quand même, c'est pas le cas. Je pense que la plupart des gens même qui mangent de la viande sont des gens par ailleurs sûrement très gentils, et voilà, qui peuvent être qui peuvent prendre attention à bien agir sur d'autres points, quoi. Voilà, en fait, et nous-mêmes sûrement on est incohérents sur d'autres points. Voilà, la plupart des gens sont incohérents et ce qu'on peut faire, c'est que si la personne, on peut lui démontrer à la limite que son comportement ne correspond pas à son éthique, c'est qu'on peut lui dire pourtant si t'as envie de pas faire sur les animaux, on pourrait essayer de lui démontrer que son comportement est en contradiction avec ça, mais on en arrive évidemment au risque que la personne se justifie. Donc il y a peut-être une manière de le faire, et là j'ai pas de solution miracle, mais si on arrive à lui montrer qu'elle a tout un intérêt à changer de comportement, et peut-être là ça rejoindra ce que vous disiez, si je sais pas si j'ai bien compris la question, mais tel que je l'ai compris en tout cas, c'est que si on la met dans une disposition où elle sera plus facilement en consonance, parce que si par exemple typiquement la personne est en train de manger de la viande, bon, c'est peut-être pas le bon moment pour dire qu'il y a un souci, quoi. Alors que si la personne vient de goûter, je sais pas, un simili qu'elle trouve très bon et qu'elle dit c'est vrai que c'est pas si mal. Bon, peut-être qu'il y a un levier qui sera plus facile. Donc il y a un contexte à prendre en compte. Ouais. Voilà, je sais pas si bien répondu, mais. Bon du coup, je crois qu'on est bon pour les questions. Pardon. C'est fini du coup. Ouais. Je pose. Merci beaucoup. Merci.